je veux dire, si tous les lecteurs pensent exactement la même chose d'un personnage, c'est que j'ai raté le personnage. C'est comme les gens dans la vraie vie. Enfin, moi j'ai vraiment l'impression que le défi en écriture, c'est d'arriver à la fois à un personnage assez cohérent pour qu'il soit crédible, qu'on puisse comprendre un peu ce qu'il veut dire, pourquoi, à quoi il sert dans l'histoire, et en même temps assez contradictoire et absurde, enfin pas absurde, mais plutôt contradictoire et bancal plutôt, pour que on arrive un peu à se dire ah tiens ouais je vois son point de vue, ah, ouais, je comprends machin. Donc voilà, les vieux cons pour moi c'est ça. L'idée, moi j'ai envie de comprendre le point de vue des vieux cons. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents et présentes ce soir au sein de Réseau l'École de Méditation pour cette nouvelle rencontre littéraire. Je suis très heureux de te recevoir ce soir, Joséphine. Merci d'être avec nous. Donc, Joséphine Tassi est une écrivaine qui a publié en 2023 un récit qui s'appelle L'Iconoclaste, qui s'appelle L'Indésir, pardon, excusez-moi, aux éditions L'Iconoclaste, et un texte qui va paraître le 1er juillet aux éditions Vrille de Zone Critique, qui s'appelle Dragon. Et c'est pour ces deux textes que nous te recevons ce soir, et puis pour évoquer notamment la question du désir, qui est un peu le fil rouge qui traverse ces deux textes, et qui effectivement traverse ton œuvre. Donc tu ne cesses de poser des questions qui sont celles du rapport qu'on peut entretenir à son propre désir, comment le désir disparaît, comment le retrouver, quelle relation on peut entretenir avec lui. Et au fond, c'est intéressant de te recevoir aussi ici au sein de Réseau, puisque vous êtes dans un lieu qui est une école de méditation, dans laquelle on présente la pratique de la méditation eh bien, sous la forme aussi d'un désir tel que tu le définis dans ton texte, c'est-à-dire un mouvement qui ouvre vers le monde, qui nous permet de toucher à une forme de joie d'être au monde. Et c'est toute la réflexion qui se trouve notamment à la fin de ton récit, L'Indésir, où tu essayes de définir cette notion. Et je trouve ça très intéressant pour cette raison de te recevoir ce soir. Et on va ensemble eh bien, creuser cette question à travers ces deux textes que tu vas nous présenter. Et pour commencer, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de l'Indésir, et peut-être en commençant par le personnage principal, celui de Nouria. Est-ce que tu pourrais nous dire qui est Nouria ? Avec plaisir. Merci de m'accueillir après cette belle présentation. Je ne peux que dire merci. Nouria, c'est une jeune femme. C'est une jeune femme qu'on connaît à travers sa propre voix, puisque le roman est écrit à la première personne. Et c'est une décision qui a été évidente pour moi dès le début de l'écriture, parce que ce qui est intéressant chez elle, c'est justement sa façon de percevoir le monde, sa façon de le raconter. Dont on comprend tout de suite que ce rapport, on comprend tout de suite qu'il est fait d'une forme de distance entre les autres, enfin surtout les gens qui l'entourent et elle-même, une distance dont on ne sait pas exactement si elle est subie ou voulue. On la rencontre à un moment assez intense de sa vie, puisqu'elle vient d'apprendre que sa mère est morte, et la première chose surprenante chez ce personnage, c'est qu'elle n'a pas de réaction à cette nouvelle. Et tout de suite, j'ai voulu la placer dans cette situation-là, où au milieu d'un été plein de joie, une soirée où elle rencontre un garçon qui lui plaît, qu'elle embrasse, qu'elle ramène chez elle, elle se retrouve confrontée à quelque chose de beaucoup plus sombre, et elle se retrouve à ne pas savoir quoi choisir, et finalement à refuser de choisir entre la joie et la tristesse que la mort de sa mère devrait causer. Donc, je pense que cette ambivalence, cette contradiction qui se maintient, cet équilibre, c'est ça que je trouve intéressant chez Nouria. Pour moi, c'est ça qui est important chez elle. À part ça, on peut dire plein de choses. On ne sait pas exactement son âge, on sait qu'elle n'a pas trop pris de décision dans la vie, elle refuse de faire des choix, des choses comme ça. Puis aussi, elle est noire. Mais c'est vrai qu'effectivement, on la cueille au début du récit, hein, une sorte de moment un peu d'apesanteur. Elle sort de boîte de nuit, et donc elle rencontre ce personnage, Abel, qui va presque la pousser. En tout cas, ils vont décider ensemble de partir
à la recherche des souvenirs de sa mère. Et donc là, elle va rencontrer toute une galerie de personnages qui ont côtoyé sa mère disparue. Et tout de suite, la question de finalement la relation qu'elle a entretenue avec elle se pose. Quelle est cette relation? Comment est-ce qu'on pourrait la définir? Ce serait une relation inaboutie. Voilà, c'est l'idée d'une relation plus qu'une relation. Ce qui arrive souvent, notamment dans les relations familiales, il y a l'idée de ce qu'un rapport avec les membres de sa famille doit être, comme une sorte d'évidence. Voilà, ce serait évident d'être lié avec les gens qu'on a connus dès notre naissance. Et pour Nuria, ce n'est pas ce qui s'est passé, puisque sa mère ne s'est jamais vraiment occupée d'elle. Mais moi, ce que je voulais, c'était justement parler de ça, parler du lien, parler de justement la différence entre l'idée qu'on s'en fait, ce que la société nous imposerait comme lien. Et donc, c'est pour ça que j'ai tout de suite voulu parler de ce rapport dont on ne sait pas qui est le coupable, quoi. La question, c'est... Moi, j'ai pas du tout voulu parler d'une femme qui a abandonné sa fille, par exemple. Et je vois que c'est une tendance que certains lecteurs ont de vouloir dire, voilà, en fait, c'est une femme qui ne savait pas aimer, ou c'est une femme qui était égoïste. C'est une femme... moi, c'est pas du tout ça. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On sait simplement que cette femme ne s'est pas occupée de sa fille. Mais sa fille a vécu une vie heureuse. Elle a construit des liens d'amour avec d'autres, le côté de sa famille par son père. Et elle a trouvé une joie ailleurs. Mais elle se retrouve confrontée à nouveau à cette absence quand sa mère est enfin morte. Et effectivement, il y a une ambiguïté ou un mystère qui plane sur cette relation. Et je trouve ça très, très beau sur ce que tu dis sur le fait que elle n'est pas finalement, la mère n'est pas désignée par la narratrice comme étant la coupable. Et justement, tu replonges dans les souvenirs, enfin petit à petit, le récit replonge dans les souvenirs de leur relation. Et il y a cette phrase, moi, qui m'a arrêté, page 224. Donc, tu reviens sur un vernissage qui a lieu entre la mère de Nouria présente ses tableaux. Et donc, la fille la retrouve, elle est heureuse, elle a hâte de la retrouver. Et puis, tu montres bien les sentiments qui l'animent. Et là, la mère de Nouria s'approche d'elle, la prend dans ses bras, s'effondre en larmes. Donc, c'est un moment très, très fort émotionnellement. Et Nouria dit, elle parlait, et moi je ne parlais pas, moi je ne l'aimais pas, moi je ne l'aimais plus. Donc on a ce personnage qui est dans une demande d'affection permanente vis-à-vis de sa mère qu'elle ne reçoit pas en retour, dans une forme de sentiment de désamour, et qui, en même temps, est parfois dans une incapacité ou dans une impuissance à l'aimer. Donc il y a cette ambiguïté-là qui se tisse entre ces deux personnages dans leur relation. Et comment est-ce qu'on peut comprendre du coup ces sentiments de Nouria, alors même qu'elle est dans cette demande? Alors, pour moi, je ne dirais pas qu'au moment où on la rencontre, elle est encore dans cette demande d'affection. Je pense qu'au contraire, à ce moment-là, elle a compris que cette femme ne pouvait pas lui donner ce qu'elle aurait aimé recevoir de sa mère. Et puis elle a dépassé cette... elle a dépassé cette question. En tout cas, elle n'a pas trouvé de réponse, mais elle a décidé d'arrêter de se la poser, quoi. Elle a arrêté de se demander pourquoi sa mère ne l'aimait pas. Et en fait, c'est au moment où elle clôt plus ou moins ce chapitre très enfantin, quoi, de « pourquoi on m'aime pas, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive », des choses comme ça, qu'elle a atteint ce qui, moi, m'intéresse et qui, à mon avis, existe dans une relation entre une mère et sa fille, une relation familiale, mais existe dans tous les types d'amour, en fait, qui est la tension entre deux questions fondamentales: pourquoi on ne m'aime pas et pourquoi moi je n'aime pas. Qui c'est, par exemple, je voudrais parler par exemple de situations où voilà, on a un amour immense pour quelqu'un et on rêve pendant des jours et des jours que cette personne ait le même amour pour nous. Et donc on se demande avant que ça se pose, mais alors pourquoi? Est-ce qu'il va m'aimer? Comment il va m'aimer? Est-ce qu'il va m'aimer autant que moi je l'aime? Est-ce qu'il va me désirer autant que moi je le désire? Puis en fait, on développe une relation avec cette personne et soudainement, la question joue d'un pied sur l'autre, et puis on se dit, est-ce qu'en fait moi je l'aime assez? Est-ce que je peux pas l'aimer encore plus? Et je pense que c'est là que la question du lien se joue, parce qu'au lieu de rester dans un rapport unilatéral avec les gens qui nous entourent, les gens qu'on rencontre, on arrive à ce qui, moi, m'intéresse dans les relations d'amour, qui est en fait la définition de soi, la construction de soi
à partir de l'amour qu'on reçoit et l'amour qu'on donne en retour, quoi. Et c'est justement ce que tu vas interroger chez la mère de Nouria, donc à travers cette galerie de personnages qui tous l'ont connue et qui l'ont toutes et tous aimé, et que Nouria va rencontrer. Et donc, ce qui est très touchant, c'est que toutes ces personnes dressent un portrait assez complexe de cette mère. Donc, à nouveau, on pense que c'est voilà, au début une mère, voilà, une méchante mère, etc. Puis on voit que le portrait est plus complexe. Et notamment, il y a ce personnage de Salomé qui apparaît, qui est une danseuse, qui a été l'amante de la mère de Nouria, et qui la décrit comme ça. C'est un monstre, ça n'était pas un monstre, ou bien un monstre par hasard, justement. Comment est-ce que tu pourrais nous expliquer cette phrase et peut-être nous expliquer aussi le personnage de la mère? Bah, c'est un monstre par hasard parce qu'elle est pas méchante, quoi. Tout le mal qu'elle a fait, elle l'a jamais voulu. Euh, et, euh, et pour autant, je pense que les gens autour d'elle étaient tout à fait conscients de ça, quoi. Moi, ce personnage, je les trouve. Enfin, en fait, c'est marrant. À un moment, on m'a posé une question que j'ai trouvée très, très marrante. On m'a dit, mais pourquoi vous avez fait un personnage de mère et pas de père? Et c'est vrai que si ça avait été un personnage de père, je pense qu'elle aurait été tout à fait banale. Je pense que c'est tout à fait le père des missionnaires, quoi. C'est-à-dire qu'elle a eu une vie manifestement amoureuse, amicale, sociale, extrêmement remplie. Elle a vécu plein de choses très amusantes, très attirantes. Il y a beaucoup d'anecdotes que ses amis racontent où on comprend voilà, qu'elle a fait la fête, qu'elle a rencontré des... Et le fait de proposer un personnage de femme, ça me permettait justement de ne pas tomber dans l'archétype du père démissionnaire, qui en fait est un peu une paresse de l'esprit, quoi. Un lecteur qui reçoit un personnage de père démissionnaire, en fait, il ne va pas s'interroger sur vraiment qui est cette personne, pourquoi vraiment on se met dans cette situation, essayer de comprendre comment on s'éloigne de son enfant au point de ne plus savoir qui c'est, de ne plus vouloir avoir de lien avec cette personne. Avec un personnage de femme, bon, après ça m'a permis d'autres choses qui m'intéressaient, mais c'était aussi le moyen de surprendre assez pour que la question naisse dans le lecteur. Pourquoi vraiment on peut faire un enfant et ne pas s'en occuper et puis aussi, avec ce personnage, bon, pas seulement et notamment aussi avec Salomé d'ailleurs, une autre question qui m'intéressait, c'était la liberté. Et c'est vrai que dans ce livre, mais je m'en suis rendu compte un peu à posteriori, je me suis rendu compte que j'avais traité le sujet d'une façon assez genrée. Enfin, je me suis posé la question différemment pour les hommes et pour les femmes du roman. Et il semblerait qu'en tout cas, les personnages féminins de ce roman, leur liberté soit toujours mise en balance avec leur égoïsme. Toujours cette tension, quoi. À quel point ce sont des femmes libres, à quel point ce sont des femmes égoïstes ou égocentriques. Et puis, bon, y a pas, en fait, c'est juste des personnages qui donnent des avis différents sur ces personnages, enfin sur Salomé et la mère. Alors que pour les hommes, la liberté, c'était plutôt une question de... par exemple, avec le personnage de Garcin, je me suis plutôt posé la question de... qui est un personnage, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas le... Oui, le personnage de Garçon, c'est un personnage d'homme. En fait, c'est marrant. Moi, quand je l'ai écrit, les premières choses que j'ai pensé à son propos, c'était... Voilà, l'image que je voulais créer, c'était le vieux pervers. Tout simplement. Vraiment, j'avais un post-it, il y avait écrit le vieux pervers, Garcin. Et Garcin, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent la pièce, c'est le personnage de Sartre dans Huis clos. Voilà, qui est cet horrible personnage, c'est le mec, il y a deux femmes et un homme, et lui il est en bras de chemise, d'ailleurs Garcin aussi est en bras de chemise, et c'est un type qui transpire, Huis clos est donc une pièce qui se passe plus ou moins en enfer, quoi. Il y a trois personnages qui se retrouvent coincés les uns avec les autres et qui ne se connaissent pas, on pense qu'ils ne se connaissent pas du tout au début. Et Garcin est ce personnage vraiment minable, quoi, vraiment minable, mais assez charmant. Les femmes au début le trouvent séduisant, il a une forme de gouaille assez attirante, quoi. Puis petit à petit, on comprend à quel point son esprit est petit. Petit parce que justement, moi, vraiment, je pense que Garcin, il parle de la question de la liberté dans le rapport aux autres et à quel point la domination, l'exploitation des autres, contrairement à ce que on peut penser, sont des obstacles à sa liberté personnelle, quoi. Ce n'est jamais en exploitant les autres qu'on augmentera sa liberté personnelle. Bon, et donc le personnage de Garçon, c'est tout à fait ça, quoi. C'est un type qui est très riche, en gros qui est au sommet d'une pyramide sociale bon, d'un monde comme le nôtre, un monde capitaliste, quoi, et patriarcal. Et il se retrouve... Et donc il rencontre mon personnage qui a beaucoup de tendresse en fait pour lui, parce que justement elle perçoit à quel point sa fausse liberté est un enfermement, à quel point à force de se satisfaire de sa position dominante,
il passe à côté de son identité, de ce qu'il aurait pu être, quoi. Il ne cesse jamais l'occasion de se poser des questions, de se remettre en question, etc. Oui, parce que c'est un personnage, donc Nouria, qui effectivement laisse parler, laisse apparaître toute une galerie de personnages. Et donc à la fois, elle est comme un miroir réfléchissant effectivement de la société, des rapports de force qui peuvent exister dans ce monde-là. Et en même temps, elle est porteuse de toute une réflexion finalement sur eh bien, le désir, d'où le titre de ton livre, donc l'indésir, et avec cette idée que finalement le désir correspond à une forme de détachement du réel. C'est ça qui, je trouvais très, très intéressant. La manière dont tu écris ce personnage, c'est qu'à la fois, en fait, il est assez détaché, assez éloigné de la réalité. Donc, sa réaction est assez inattendue au moment de la mort de sa mère, justement, au début du récit. En tant que lecteur, on se dit que le personnage n'est pas censé réagir comme ça. Et en même temps, elle appréhende les événements aussi sur le mode de la légèreté. Elle n'est pas du tout sans intériorité, par exemple, comme pourrait l'être le personnage de l'étranger d'Albert Camus. Donc, il y a vraiment une modalité très étrange, très surprenante et très mystérieuse d'être au monde, je trouve, chez ce personnage. Et moi, je me suis vraiment posé la question, au fond, cet indésir, cette absence de désir, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment une modalité de la souffrance psychologique ou pas? Ou est-ce que c'est juste une manière singulière d'être au monde? Alors, ceci dit, l'indésir, si je peux me permettre, c'est pas tout à fait l'absence de désir. Parce que quand même, on rencontre Nouria, elle est en train de choper un type en boîte, quoi. Donc, c'est un peu autre chose. C'est pas... Et puis, comme tu disais, le désir, c'est un mouvement. Donc, l'absence de désir, ce serait une sorte d'inertie ou même d'immobilité totale. C'est pas du tout ce qu'on voit dans le livre. Nouria, bon, peut-être qu'elle n'est pas parfaitement heureuse, mais elle n'est pas du tout immobile. Et puis même, justement, j'ai voulu que l'histoire elle-même soit très mouvante, donc les gens se déplacent beaucoup. Et ça faisait partie justement de cette volonté de montrer que l'île n'était pas d'une sorte de mort intérieure. Mais il y a une séparation entre elle et le... Exactement. Et en fait, justement, moi, l'indésir, en fait, je l'ai conçu comme, non pas l'absence de désir, mais comme un mouvement qui serait contraire à celui du désir. Voilà. Au lieu de nous amener ailleurs qu'en nous-mêmes, le désir soit de quelqu'un, soit le désir d'être une meilleure personne ou de devenir telle ou telle chose, de la même manière, je trouve que c'est vraiment la même idée. Voilà. Je suis quelque part à un endroit, dans un état, et puis je vais ailleurs, dans un autre état, peut-être avec quelqu'un d'autre. Et l'idée, c'était de parler de ce que devient le désir quand il ne trouve pas d'objet, quoi. Et comment il rentre en nous, et ce qu'il fait en fait en se cognant presque à nos parois. Et cette idée-là, elle m'a permis justement de travailler ce que tu décris, c'est-à-dire cette tension entre intérieur et extérieur, qui est peut-être caractéristique des moments de souffrance, mais je pense pas seulement, qui est caractéristique plutôt d'une sorte de confusion, quoi. Je pense que c'est en tout cas, chez moi et chez les gens qui m'entourent, j'ai plutôt remarqué cette modalité d'être chez des gens qui, à un moment, refusent l'extérieur, quoi. Peut-être parce que l'extérieur est trop douloureux, mais aussi peut-être parce que l'extérieur ne les intéresse pas. Parce que l'extérieur est incompréhensible. Ou parce que l'extérieur ne correspond pas à ce qu'ils avaient imaginé d'eux-mêmes, quoi, de leur place dans le monde. Il y a ce refus de l'extérieur qui fait que on n'est plus capable d'écouter, quoi. On n'est plus capable d'entendre, on n'est plus capable de rencontrer. Plus rien ne nous touche. Mais sans forcément rentrer dans un état dépressif. Je sais, j'ai été une fois reçue dans un podcast qui m'a dit « Ah, mais en fait, Nouria est en dépression. » Alors, on peut le voir comme ça. Je pense qu'effectivement, elle pourrait, en tout cas, quelqu'un qui s'identifie à Nouria pourrait être en dépression. Pour moi, Nouria, elle n'est pas en tout cas, moi, je ne l'ai pas écrite comme ça. Parce que je la conçois plutôt sur une crête qu'au fond d'un gouffre, quoi. Elle essaie quand même. Elle continue à se raconter des histoires pour rendre son quotidien plus que supportable, agréable. Elle essaie de rendre sa vie joyeuse. Bizarrement, alors qu'effectivement, elle a un côté un peu cynique, un peu cassant. Elle paraît assez peu ouverte, elle est assez peu bavarde, par exemple. Malgré ça, on la voit, et tout ce qu'elle fait pendant ce roman, c'est rapporter les paroles des gens qu'elle rencontre, écouter, essayer de comprendre.
Et le fait qu'elle soit touchée par Garcin, dont je parlais tout à l'heure, qui est franchement insupportable, enfin, surtout qu'il y a même un passage où voilà, il y a même des gestes un peu déplacés. Et pourtant, elle résiste à la tentation de tirer une croix sur ce monde-là. Donc la distance que j'ai mise, pour le coup, c'est pas du tout la même distance que dans L'étranger de Camus, qui à mon avis, enfin, effectivement, la phrase « maman est morte » existe dans ces deux livres. Honnêtement, je crois que je me suis même pas rendu compte que je la lui volais quand je l'ai écrite. C'est une super phrase. J'avais déjà lu le livre, donc il est possible qu'inconsciemment je lui ai volé. Mais vraiment, les livres ne parlent pas du tout de la même chose parce que, comme tu disais, dans l'étranger n'a pas de... Voilà, le personnage n'a pas de vie intérieure. Et l'objet, en fait, du livre, c'est de parler de ce que la violence d'un monde absurde fait à nos vies intérieures. Enfin, comment cette violence oblitère nos vies intérieures. Il ne reste rien de l'intériorité. Plus rien n'appartient à soi-même, quoi. Au contraire, Nouria, elle est dans une quête, elle essaie vraiment de courir après son intérieur, d'essayer de peupler ses pensées, de peupler son cœur. Oui, c'est vrai qu'il y a une dimension très linéaire qui aboutit à la fin à une forme de presque de déclaration éthique sur ce qu'elle désire, sur la manière dont il faut le cultiver, le faire jaillir dans son existence pour toucher à une forme de joie. Et dans cette démarche, elle est aidée, finalement. Elle a un adjuvant qui est Abel. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce personnage? Quelle est sa fonction vis-à-vis de Nouria et puis peut-être sa fonction narrative aussi? À quoi il sert dans ce récit, ce personnage? Alors c'est marrant parce que, effectivement, comme je disais, pour certains personnages, j'avais des petits post-it. Bon, assez peu explicatifs, puisqu'il y avait écrit Vieux pervers Garcin ou Salomé, femme fatale. Mais pour Abel, il n'y avait pas de post-it. Abel, en fait j'ai commencé à écrire une histoire sans ce personnage, où Nouria donc apprenait la mort de sa mère, allait à son enterrement, enfin à sa crémation précisément, et découvrait que cette femme, qu'elle imaginait forcément bizarre, forcément très solitaire, qui ne s'occupait de sa propre fille, quoi. Pas du tout. Elle avait une vie émotionnelle très riche, et beaucoup de gens qui la regrettaient, quoi. Et donc elle se lançait à la recherche enfin non, même pas en fait, elle se retrouvait à rencontrer ces gens et à recevoir leurs histoires, comme ça arrive souvent aux enterrements, les gens ont envie de raconter des anecdotes. Et puis j'écris, et en fait très vite je m'ennuie énormément dans l'écriture parce que le récit est lugubre, quoi. C'est un truc introspectif sur le deuil, l'abandon, la tristesse, qu'est-ce qui reste après la mort. Enfin bon, des questions pas inintéressantes, hein, mais que moi je ne trouvais pas... Enfin, moi ça m'intéressait pas d'écrire un livre triste sur le deuil, quoi. En fait, je pense que j'ai été tout à fait insatisfaite de mes lectures qui parlent du deuil jusqu'ici. J'avais plutôt envie d'écrire un livre, pas tant qui me ressemble, ni qui me rassure exactement, mais qui parle d'un deuil sincère, quoi, qui parle de cette situation complètement incompréhensible et inacceptable qu'on pourrait résumer par la vie continue. Qu'est-ce que ça fait, cette idée que la vie continue? Vraiment, qu'est-ce que ça fait à nos psychés? Comment le comprendre? Comment on arrive à tisser nos histoires de deuil avec le reste de nos vies? Ça, je n'ai pas trouvé de livre qui vraiment me permette de parler de ça et qui ne parle pas de la disparition comme une sorte de bouleversement qui terrasse tout. Moi, c'est pas du tout comme ça que je vois. Enfin, c'est pas du tout comme ça que je vois ça, quoi. Et donc, j'écris mon histoire, ça ne marche pas du tout, et je me dis, ok, bon bah, si elle est trop seule, Nouria, si elle parle trop toute seule, je vais lui mettre quelqu'un dans les pattes, quoi. Et donc j'ai mis Abel, et donc il est apparu comme ça. Et il est devenu finalement central, parce qu'elle le rencontre par hasard, en même temps que le lecteur, évidemment, parce qu'en fait, moi-même, je ne savais rien de cet homme quand il est arrivé dans mon histoire. Et ils se voient, voilà, ils vivent cette aventure ensemble qui dure 2 jours, donc ils passent 2 jours ensemble. Et finalement, Abel est devenu l'adjuvant idéal, l'interlocuteur idéal, et de façon surprenante, pour beaucoup de lecteurs, l'homme idéal. Ça m'a vachement surprise. Et oui, effectivement, puisqu'il est un initiateur finalement. Comment est-ce qu'on pourrait... Est-ce que c'est une relation d'amour qu'ils vivent tous les deux ou est-ce que c'est autre chose, c'est d'un autre ordre? Non, c'est pas du tout une relation d'amour. Moi, je pense déjà, l'idée de l'amour que je propose dans ce livre, c'est vraiment un amour... penser l'amour en tant que concept qui couvre à la fois l'amour amoureux, l'amour fraternel, réfléchir à ce que c'est l'amour en général, quoi. Donc, et une idée que je développe principalement dans la relation entre Nouria et sa mère, c'est que l'amour
ce sont des actes, l'amour, ça se construit. Et le passage que tu lisais là, où Nouria dit que moi je ne l'aime plus, c'est ça qu'elle dit. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas d'amour idée. Je trouve que voilà, l'idée que il y a pas, enfin, ça n'existe pas l'amour qu'on n'entretient pas, qu'on ne fait pas vivre. Et donc, elle n'aime plus sa mère. Et en fait, cette scène qui est certes, enfin, qui est effectivement poignante, parce qu'il y a cette femme qui n'a pas vu sa fille depuis des années, qui la prend dans ça. En fait, elle est performative plus que aimante. Enfin, moi, c'est ça, c'est vraiment comme ça que je voyais cette scène. Elle n'est pas, c'est pas forcément un mensonge, mais les pleurs de la mère de Nouria sont plus sur elle-même que vraiment sur cette relation qui serait morte. Parce qu'il n'y a pas eu de relation, il n'y a pas eu cet effort constant qui est caractéristique de la relation d'amour, en particulier de la part d'une mère envers son enfant. Je crois que j'ai oublié ta question. Mais ça tombe bien, j'en ai une autre. Super. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est précisément si on creuse cette idée des sentiments ambigus de Nouria, c'est la forme littéraire que tu utilises, donc qui mêle prose et poésie. Donc c'est une forme assez hybride. Et précisément, j'ai l'impression qu'en fait, la poésie, donc je vais te proposer juste après de nous lire un petit extrait, eh bien, est là pour finalement comme créer un accès plus direct à cette vivacité des sentiments de Nouria. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi cette forme? Tout à fait. Je me permets juste un petit truc. Juste avant, donc, je parlais de cette distinction entre l'amour acte et l'amour idée. C'est pas du tout. Enfin, je n'ai pas inventé cette idée. C'est une penseuse afro-américaine qui s'appelle Bell Hooks qui parle de ça, du care et de la différence. On n'a pas vraiment en français de mots pour traduire care, mais voilà, de la différence entre l'idée qu'on a de l'amour quand on parle là, je suis fou amoureux, je sais pas quoi, et le soin qu'on donne. Et voilà, l'échange, la relation entre ces deux concepts. Mais oui, tout à fait. Tout à fait, oui. En fait, oui. Donc c'est écrit à la première personne. Donc voilà, le début de l'histoire, Nouria raconte ce qui se passe. Elle reçoit son coup de téléphone, elle est un peu bourrée, elle est chez elle. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis, j'écris ça vraiment. C'est un livre que j'écris plus ou moins dans l'ordre. Plus ou moins, mais j'ai commencé vraiment par ce début-là. Et puis après, elle se retrouve avec ce mec qui a dormi chez elle, elle ne sait pas trop quoi en faire. Et voilà, et dans ce rapport-là, à ce qui se passe, elle est dans un rapport exactement comme je parle, quoi. Voilà, elle accepte, à la fois ça la fait rigoler, à la fois elle est plutôt mal à l'aise. Et à un moment, j'écris et je vais à la ligne et puis j'écris des bribes, quoi, qui sont plus... En fait, le premier poème, c'était pour traduire un sentiment que je n'arrivais pas à transcrire dans la langue distante de Nouria, qui était celui d'une colère, ouais, une forme de colère. Le premier poème que j'écris, c'est sur le fait qu'elle fait l'amour aux hommes sans faire exprès. Et en fait, une colère, mais toujours assez moqueuse, parce que bon, rien n'est dramatique dans la vie, c'était quand même à propos de ce livre que rien n'est dramatique. Et donc j'écris ces petites bribes, mais pas du tout en pensant que c'est un poème, quoi, en me disant, bah voilà, comment je fais, voilà, pour retrouver une langue, enfin, une pensée plus honnête de ce personnage difficile à comprendre. Et en fait, je me rends compte que ces bribes-là ressemblent tout à fait à un poème, et je me fais la réflexion que, bah, comme tu disais, en fait, moi, je pense que ma vision de la poésie, en tout cas la poésie qui, moi, m'intéresse, c'est ça, c'est l'accès à un état de conscience étrange, qui ne peut pas transparaître dans une langue formelle, du roman ou de l'essai. Un état de conscience qui, à mon avis, donne cet aspect à la poésie comme ça, un peu mystérieux. Voilà, je pense que beaucoup de gens qui peut-être n'aiment pas la poésie ont cette idée qu'on ne comprend rien en fait, quand on lit des poèmes, à cause de cet aspect mystérieux, qui pour moi n'est pas du tout là pour ajouter de la confusion, mais au contraire pour signaler et en fait ouvrir avec autant de sincérité que possible à cet état de conscience différent. Voilà, c'est une sorte de psyché, pas endormie, mais un peu... une psyché un peu... en lévitation, quoi. Vous voyez, des idées qui sont pas tout à fait saisissables et où en fait on ne les comprend que des mois ou des mois après. Mais la poésie, je pense qu'elle permet de les atteindre avant qu'elles soient digérées, qu'elles soient partageables. Enfin bon, et donc... Voilà, Nouria, c'était tout à fait ça. Donc je me dis, en fait, c'était ça. J'avais envie de trouver un moyen de donner cet accès à cette conscience un peu modifiée et plus sincère. Et donc j'ai fini par retravailler tous les textes qui étaient écrits en bribes comme des poèmes. Et donc celui que tu vas nous lire se trouve dans la partie crépuscule, à la toute fin ça n'est pas la fin du roman, rassurez-vous.
mais ça se trouve à la fin. Et moi, c'est un des poèmes qui m'a le plus touché. Il fait 3 pages, tu acceptes Bien sûr, avec joie. de nous faire découvrir? Tu es derrière moi, contre moi, et moi en toi, pour une fois, mes vertèbres qui s'encastrent dans ta poitrine, mes fesses, elles s'écrasent sur la jointure de tes hanches, s'écrasent contre le muscle tendre de tes cuisses, je susurre, plus près. Tu prends mon sein dans ta main, je gémis, pas de douleur, ni de plaisir, de surprise. Je ne savais pas qu'on pouvait s'enfoncer dans mon sein si profond, qu'il y avait assez de chair pour engloutir ton index, ton majeur, jusqu'à ton petit doigt, plus près. Imbriqués en toi, couchés ensemble, mes fesses assises sur ton pubis, je sens ta cuisse violente coller ma cuisse charnue, ton genou cogner mon mollet. Je voudrais que ton corps tout entier longe mon corps tout à toi, plus près. Je suis allongée sur le lit, je le sais, mais oui, j'entends la mer dans mon oreille étouffée contre le matelas. Tu écrases de ta paume ma nuque contre les draps. Je le sais, mais je n'y crois pas. Croire quoi? La fibre fraîche de coton sous moi. Croire quoi? La lampe de chevet renversée. Quoi? Les rideaux et le rouge du soleil bientôt couché. Quoi? Un instant après maintenant? Mensonge. Au-delà du lit, le néant. Aucun tissu, aucun objet, aucune lumière. Rien de ce qui est senti ne peut être vrai. Si je peux au même instant toucher entre mes jambes ce toit, contre ma nuque ton souffle, entre mes seins le plat de ta main, trop vrai pour que la matière elle-même soit, trop vrai pour croire en quoi que ce soit d'autre que toi, plus près. Mon épine dorsale lèche ton torse insinué entre tes pectoraux et courbe descendante et double s'enfonce jusqu'au creux de toi, au centre de toi, plus près. Je ne t'aime pas, oh non. Je te désire, moins que l'amour. L'amour perdure, mais le désir fluctue. Plus que l'amour, le désir une question, lorsque l'amour répond. Plus près. Je te désire, ça veut dire je te veux pour ce que je sais de toi, et je te veux encore pour ce que je ne sais pas. Je te désire, ça veut dire plus près. Merci beaucoup, Joséphine. Je crois qu'on a bien effectivement senti cette importance que tu accordes aux sentiments, aux émotions, à la vivacité, de la sensorialité dans ce poème. Et donc à la fois tu travailles le genre du roman, le genre du poème, et puis le format court, avec ce petit texte qui vient de sortir au sein de la collection Vrille, qui s'appelle Dragon, qui sort le 1er juillet 2024, mais que vous pouvez découvrir en avant-première ce soir. Donc c'est un texte avec des points communs avec l'indésir, notamment au niveau du personnage principal. On va y revenir, mais peut-être que pour commencer, puisqu'on est en train d'aborder la question du genre, est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots sur ce genre du format court? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce genre-là? En fait, moi, j'ai commencé par écrire des nouvelles. J'ai écrit des nouvelles. J'ai commencé à 12 ans, après avoir lu une nouvelle de Salinger qui s'appelle Franny Nzui. En fait, 2 nouvelles qui sont devenues un très court roman, qui ont été originellement publiées comme des nouvelles. C'est ce texte qui m'a donné envie d'écrire. Donc, naturellement, je me suis dit que puisque c'était ça qui me plaisait, j'allais essayer de faire la même chose. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé pendant très longtemps dans la nouvelle, et que j'aime toujours, mais je pense que la raison pour laquelle je suis restée sur ce format, ce genre en fait, c'est plus qu'un format, c'est un genre, c'est parce que c'est pour la chute, quoi. En fait, c'est marrant parce que écrire une nouvelle, écrire un roman, c'est même des exercices opposés, quoi. Le principe d'un roman, c'est moi, en tout cas, ce qui m'a plu, c'est de tirer tous les fils aussi loin que possible, de se permettre une forme de confusion, de s'autoriser des personnages qui se heurtent et qui se contredisent. Le roman n'est pas très intéressé par la cohérence, quoi. Le roman, on peut tenter des choses et le lecteur s'attend à être retenu par certaines et pas par d'autres. Et c'est pas grave. La nouvelle, c'est complètement autre chose. La nouvelle,
il faut que chaque élément soit indispensable, que chaque élément serve l'histoire, serve le personnage, serve le lieu, et que chaque élément emmène vers la chute. Et il faut cette chute. Enfin, moi en tout cas, ce que j'aime, les nouvelles que j'aime, il y a beaucoup de nouvelles qui n'ont pas de chute, mais les nouvelles que j'aime, ce sont celles à chute parce que c'est cet élément qui permet de se dire « Ah, il faut que je relise ». Moi, relire, je pense que c'est un de mes plus grands plaisirs. Vraiment, je pense que je pourrais passer ma vie à relire des choses que j'ai déjà lues, mais bon, ce serait quand même tout à fait dommage. Donc, heureusement, je me laisse tenter par de nouvelles choses. Mais je pense que c'est un exercice intellectuel et émotionnel passionnant, la relecture. Intellectuel, parce que justement, ça permet de mieux comprendre un texte. Les grands textes, on peut les lire 10 fois et 10 fois. Par exemple, Fanny and Zoe, moi, je l'ai lu 15 fois peut-être. Et à chaque fois, je me rends compte que je n'avais rien compris, en fait. Et c'est aussi un exercice émotionnel parce que ça nous renvoie à la première lecture, ça nous renvoie à la personne qu'on était. Ça nous permet de découvrir les biais qu'on a déconstruits entre-temps, les épiphanies qu'on a eues et comment elles s'appliquent dans ce terrain complètement nouveau dont on ne pouvait pas anticiper le lien avec justement ces prises de conscience dans nos vraies vies, quoi. Donc bref, je trouve que c'est super la nouvelle parce que ça permet tout ça. Et je suis très contente d'y revenir parce que c'est la première fois que je publie un texte de ce format. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous le présenter? Qui est ton personnage principal, hein? Parce qu'il il a des points communs, mais il a aussi des différences avec Nouria. Qu'est-ce qui le rapproche et qu'est-ce qui le distingue d'elle, du coup? C'est marrant parce que c'est très surprenant d'écrire un texte après son premier roman. J'espère qu'après, c'est quand même plus facile à l'écriture. Parce qu'il y a un côté où, en fait, je ne savais pas ce qui allait rester, quoi. Je ne pouvais pas deviner ce qui étaient mes sujets fondamentaux dans ce livre. Les auteurs finissent par retraiter toujours un peu les mêmes thèmes, même genre de personnages, machin. Mais en fait, on s'en aperçoit au bout de plusieurs livres par définition. Donc moi, je n'avais aucune idée de ce qui allait me... Et en fait, je m'aperçois que, encore une fois, je suis avec une meuf qui a une vie intérieure. Alors pour le coup, sa vie intérieure... Bon, quoique non, qui a une vie intérieure complètement problématique. Quand j'y pense. Mais qui, de la même façon, refuse... le fait d'emboîter. En fait, je m'aperçois en disant ça que emboîter, ça ne veut pas du tout dire mettre dans une boîte, mais c'est ce que j'essayais de dire. Qui refuse de considérer que les choses sont... que les gens sont de ce type-là, que les événements sont dans cette catégorie-là. Elle vit sa vie peut-être de la même manière que Nouria, à partir de sa perception, en ayant conscience que sa perception peut être erronée, une conscience, voilà, évidemment variable, et c'est un peu un des sujets du livre, mais en acceptant. Peut-être la différence entre elle et Nouria, c'est que alors que Nouria n'a pas encore entièrement compris que sa perception lui échappait, elle a conscience qu'il y a une petite différence entre la réalité et ce qu'elle en retient. Mais elle n'a pas encore exactement compris où était le fossé. Le personnage de Dragon, qui est un peu plus vieille aussi, a mieux compris ça et peut-être se laisse moins emporter par ce qui lui arrive et admet que les choses recommencent, que les cycles se suivent et ne se ressemblent pas. Et un autre point commun entre l'Indésir et Dragon, c'est la question du corps, la manière dont tu abordes le corps. Comment est-ce que tu l'abordes dans ce récit? Le corps, justement, c'est ça, c'est l'interface, quoi. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois. Il y a un moment dans l'Indésir, il y a Nouria qui parle de ça, qui parle de cette grande trahison du corps, notamment quand elle a atteint la puberté et que, en voyant son corps lui échapper, voilà, changer sans qu'elle ait donné son accord. C'était un super mauvais jeu de mots sur corps. Non, je ne sais pas pourquoi je faisais. Bref. Qu'est-ce que je racontais? Oui, voilà. Quand son corps lui a échappé, quand littéralement elle l'a vu grossir à des endroits qui n'étaient pas, qui n'étaient pas les endroits qui l'intéressaient particulièrement, elle a compris qu'elle n'était pas son corps, mais qu'elle avait un corps. Encore une fois, il y avait une distance. Alors qu'auparavant, je pense que l'enfance, c'est ça, c'est le lieu de l'identification, corps, esprit, réalité. Voilà, tout ça, c'est un tout. Moi, vraiment, quand j'étais enfant, j'ai l'impression que tout ça, c'était complètement indissociable, quoi. Je m'étais jamais posé la question entre, tiens, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que je peux... Et donc, la puberté, Nouria la vit comme ça, comme le moment où elle se rend compte qu'il y a un écran entre le monde et elle, qui est son corps. Et
c'est à ce moment-là, donc, par conséquent, qu'elle se rend compte que si elle a un corps, elle a un esprit aussi, elle n'est pas un esprit. Et donc, elle crée, je pense que Nouria, c'est ça la source d'une forme de méfiance quant au monde, quant aux autres. Alors que dans Dragon, la narratrice, qui n'a pas de prénom, c'est pour ça que je n'arrête pas de dire la narratrice, comme la mère de Nouria d'ailleurs. Est-ce qu'un jour je donnerai des prénoms à tous mes personnages? Elle n'a pas de prénom et elle a accepté tout ça. C'est plus le lieu d'une lutte. Elle n'a pas envie de retrouver cette identification enfantine. Elle a compris que les choses lui échappaient et ça n'est pas une source de douleur, quoi. Et donc dans ce récit, elle va partir à la rencontre d'un artiste qui s'appelle John Ash. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu le fil narratif et puis ce personnage d'artiste qui vit reclus de son côté? Alors le fil narratif, c'est le quotidien de cette jeune femme. Pendant une bonne partie du texte, on ne sait pas exactement ce qu'on nous raconte, pourquoi. Bon, c'est une jeune femme qui est journaliste manifestement et qui a rendez-vous avec un artiste qui n'a pas donné d'interview depuis des dizaines d'années, qui a été très reconnu auparavant et puis qui s'est enfermé, qui a disparu, quoi. Et elle est choisie pour recueillir cette interview qui se déroule dans un lieu mystérieux, enfin, qui pour moi est mystérieux, peut-être pour vous pas du tout, mais une île en Bretagne, très difficile d'accès. Voilà, il faut vraiment du temps pour se rendre là-bas. Et puis, une fois qu'on y arrive, c'est assez solitaire. Peu de gens vivent vraiment sur l'île. Et elle rencontre un homme qui, encore une fois, la touche, quoi. Un vieux monsieur un peu enfermé dans ses habitudes, comme ça peut arriver en vivant 20 ans presque tout seul, mais touchant, qui lui explique pourquoi il a quitté le monde et avec qui elle va avoir une rencontre assez explosive, qui pourtant ne va pas être le bouleversement du récit, qui ne va pas être l'élément perturbateur auquel on s'attend. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que peut-être à partir de là, tu pourrais nous faire comprendre un peu ce titre, Dragon. Pourquoi est-ce que tu l'as choisi et quel est le lien justement avec ce personnage, puis avec ce fil narratif? Ce titre, alors ça, ce n'est même pas vraiment un dévoilement immense parce que c'est au tout début du texte. Il y a une expression qui se trouve sur beaucoup de cartes médiévales qui parlent de territoires, qui sont incomplètes comme beaucoup de cartes médiévales. Sur certaines de ces cartes, les territoires non encore découverts ou non encore explorés portent la mention Ixunt Dracones. Ici sont les dragons. Moi, je sais pas, j'avais dû lire ça sur Wikipédia une nuit. Sans raison, et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est génial comme vision du dragon. Je trouve que le symbole du dragon est hyper intéressant, notamment sa déclinaison à travers les territoires. Par exemple, dans la chambre, j'ai une œuvre d'une artiste extraordinaire qui s'appelle Kubra Academy et qui, elle, peint des dragons d'eau, les dragons chinois qui ne sont pas des éléments de feu, qui ont totalement une autre signification. Mais bon, pour nous, il y a plutôt l'idée du dragon biblique, quoi, qui est un danger et qui est une menace et qu'il faut abattre, quoi. Et donc je trouve ça très intéressant je trouvais ça vraiment surprenant, quoi, que ce soit devenu le symbole de l'inconnu à découvrir pourtant, parce qu'on est sur une carte. On n'est pas dans une sorte d'avertissement, oh mon Dieu, n'y allez jamais. Non, plutôt allons-y, allons rencontrer des dragons. Et j'avais gardé cette idée et là en l'occurrence, les territoires à explorer sont plutôt intérieurs. Et ce personnage est une femme, donc finalement c'est une dragonne. Et effectivement, on pourrait dire qu'il y a une double dimension dans ce texte. Il y a à la fois cette dimension de quête, de récit intérieur, de découverte intérieure, et puis aussi de fresque un peu sociale, dans la mesure où tu dresses le portrait d'une génération de vieux cons, entre guillemets, puisque je reprends tes termes. Donc tu nous parlais effectivement de John Ash, qui va avoir un geste un peu déplacé avec la narratrice. Et donc, elle va le raconter à son rédacteur en chef, puisqu'elle elle-même est donc journaliste. Et lui va avoir une réaction un peu désinvolte. Est-ce que dans ce texte, tu as voulu faire une satire de cette génération un peu vieillissante, un peu aveugle au rapport de domination homme-femme, ou pas du tout? Non, alors pas du tout une satire, parce que la satire, il a quand même un aspect de moquerie, ou alors même une volonté de dénonciation.
Pas du tout. Moi, ce que je trouve au contraire fascinant, c'est que de telles personnes existent, quoi. Donc c'est pas une démarche. J'aimerais plutôt comprendre. Vraiment, moi, je trouve ça très étonnant que des hommes continuent de se comporter comme ça, même dans des milieux éclairés, au niveau d'éducation élevée, etc. Donc non, c'est pas du tout une satire. Au contraire. Et d'ailleurs, peut-être moins dans Dragon, mais le texte est plus court aussi. Mais dans l'Indésir, c'est vraiment très présent. Ce qui est, je trouve, intéressant. Mais de toute façon, c'est un personnage qu'on met dans un livre pour s'en moquer. Moi, je trouve que c'est un peu refuser de jouer le jeu, quoi. Et puis surtout, si tous les lecteurs pensent exactement la même chose d'un personnage, c'est que j'ai raté le personnage. C'est comme les gens dans la vraie vie. Moi j'ai vraiment l'impression que le défi en écriture, c'est d'arriver à la fois à un personnage assez cohérent pour qu'il soit crédible, qu'on puisse comprendre un peu ce qu'il veut dire, pourquoi, à quoi il sert dans l'histoire, et en même temps assez contradictoire et absurde, pas absurde, mais plutôt contradictoire et bancal plutôt, pour que on arrive un peu à se dire « Ah tiens, ouais, je vois son point de vue, ah, je comprends, machin ». Donc voilà, les vieux cons, pour moi, c'est ça. L'idée, moi j'ai envie de comprendre le point de vue des vieux cons. Oui, parce qu'en fait, effectivement, on sent que chez tous tes personnages, tu portes un regard très aiguisé et en même temps tolérant, en tout cas voilà, avec une forme de tendresse vis-à-vis de ces personnages. Et on pourrait dire ce qui fait leur point commun. Une autre chose, je trouve, qui les rapproche, en tout cas qui rapproche certains personnages de l'Indésir de ceux de Dragon, on pourrait dire c'est finalement le thème de la malédiction, ou le fait que certains de ces personnages sont en proie à une forme de mal incontrôlable, un mal qui les dépasse finalement. C'est un des fils rouges de ton œuvre, puisque voilà, sans trop révéler le texte de l'Indésir, on apprend assez rapidement finalement que les personnages de la famille de Nouria sont atteints d'une forme de dépression suicidaire. Et c'est un peu la même chose dans Dragon, puisque tu le disais, en fait, tu explores les territoires intérieurs de tes personnages, et donc les dragons qui habitent, les dragons qui habitent le personnage principal. Est-ce qu'on peut formuler les choses ainsi? Est-ce que ce thème du mal incontrôlable, du mal qui dépasse, qui déborde, ce thème tragique t'intéresse, et pourquoi? Pourquoi grande question, hein. Alors oui, évidemment, ce thème m'intéresse. Même si, honnêtement, je pense qu'avant d'entendre tes questions, je n'avais pas entièrement remarqué que c'était un thème commun aux deux textes, mais c'est indéniable. Ce thème m'intéresse. Alors, ça me fait penser à un livre que ma mère avait trouvé dans une brocante, qui s'appelait genre Manuel à l'intention des jeunes filles. Vraiment, c'est un genre de petits livres qu'on achète parce qu'ils sont jolis et un peu désuets. Et puis un jour, il traînait, je le lis, et je me souviens, il y avait un passage. Évidemment, c'était à destination de jeunes filles catholiques et bien rangées comme il faut. Et il y avait un passage qui disait qu'en fait, la vraie vertu chrétienne, c'était quand on était, en gros, une mauvaise fille, de combattre ces tentations, quoi. Bon, évidemment, les tentations n'étaient pas nommées, mais ça m'avait vraiment intriguée parce que tu parlais d'éthique tout à l'heure. Pour moi, l'éthique, l'idée d'éthique, l'idée de comment je me comporte, puis après philosophiquement, quelle personne en société je vais être, quel rôle je décide de jouer. Pour moi, ces questions-là sont très importantes et sont toujours liées à la question des micro-combats, quoi, des micro-combats intérieurs, ces moments où on refuse de céder à la bassesse, à la fainéantise, qui sont tous des travers qui, peut-être qu'il y a des gens parfaits à qui ça n'arrive pas, et moi j'ai l'impression que c'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu ça la mission de ma vie et de la vie des gens que j'aime, de ne pas céder, à ces tentations intérieures et d'y trouver une immense vertu. Et la question du désir, c'est tout à fait ça. Parce que, en fait, le désir, on peut le voir comme un mouvement, machin, on désire des gens, on veut coucher avec eux, bon, ou pas. Mais c'est plutôt, pour moi, la force qui permet de résister aux bassesses. C'est la force qui nous maintient. En fait, moi, cette idée du désir, je ne l'ai pas du tout inventée, encore une fois. Je l'ai volée à Spinoza, dans l'éthique, justement,
qui parle du désir comme ce qui nous permet de persévérer dans notre être. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette expression. Moi, je ne l'ai pas comprise tout de suite. Parce que, déjà, moi, j'ai l'idée qu'il y a un être qui préexiste. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Persévérer dedans, mais selon quel... Et plus j'y ai pensé, plus je me suis dit que c'était ça qu'il décrivait. La persévérance qui consiste à continuellement résister aux tentations de la faiblesse. Mais vraiment continuellement. Je pense, et c'est en ça que le désir est un mouvement perpétuel, parce que le combat n'est jamais gagné. Moi, en tout cas, je pense que ce qui est intéressant, ce qui rend la vie intéressante, la mienne, c'est que le combat n'est jamais gagné, c'est que il y aura toujours une nouvelle bassesse à combattre, un nouveau penchant, une nouvelle envie dont je sais qu'elle ne me permettra pas de persévérer dans mon être. Et peut-être, pour terminer, est-ce que précisément, tu assignes à la littérature cette fonction de guérison, de rouverture du désir dans l'existence? Est-ce que pour toi, la littérature doit avoir cette fonction-là? Non, pas du tout. Pardon, excuse-moi, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans ta question précédente, il y avait une deuxième partie à laquelle je n'ai pas répondu, la question de la malédiction. Non, mais aussi la question de la malédiction, il y a cette histoire de... la question du mal, il y a cette histoire que je viens de longuement expliquer, donc si ça n'est toujours pas clair, malheureusement, c'est trop tard. Mais il y a aussi la question de, effectivement, la malédiction, et ce sont des malédictions qui touchent des femmes. C'est un mécanisme que j'ai utilisé pour parler de façon... moi, j'ai une ambition qui est peut-être complètement vaine, quelquefois je me dis qu'elle l'est, qui est de réussir à proposer une littérature à destination de gens qui ne pensent pas comme moi et qui pourraient être persuadés de quelque chose. Parler d'un système oppressif, néfaste, violent envers les femmes, en disant que c'est un système oppressif, violent, où des hommes sont dominants et des femmes sont victimes, malheureusement, ça ne convainc pas des gens qui ne sont pas convaincus, je pense. Et cette question de la malédiction qui touche donc les femmes de la famille de Nouria, sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, qui sont toutes suicidées, elle m'a permis de parler de ça à partir d'une question. Parce que je voulais que le lecteur se dise, mais pourquoi toutes ces femmes se suicident-elles? C'est quand même très surprenant. Qu'est-ce qui leur arrive? Parce que ce n'est pas tant une dépression... il y a cette tentation, par exemple, une fois j'ai rencontré un infirmier en psychiatrie qui m'a dit, ah oui, en fait, elles ne seraient pas bipolaires, ces femmes. Je suis genre, peut-être, mais c'est pas pour ça que j'ai proposé ça, quoi. Oui. Et de la même manière, dans Dragon, il y a tout à fait cet aspect-là que je ne vais pas développer parce qu'autrement, il n'y a plus rien à lire. Mais vous pouvez l'acheter ce soir. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, on a peut-être un micro. Du coup, je n'ai même pas répondu à ta dernière question. Le temps nous échappe. On m'entend, on m'entend. Alors, j'avais 2 questions et demie. La première, c'était par rapport à ton processus d'écriture. Je me demandais si c'était plutôt un processus où tu taillais dans le texte, où tu écrivais et puis après tu rabotais, ou bien si c'était quelque chose d'un peu plus ligne par ligne. Et quand est-ce que tu savais qu'un texte était fini? Alors, mon processus d'écriture, je ne sais pas exactement ce que tu veux dire par ligne, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à écrire quelques lignes, revenir tout de suite aux lignes précédentes, écrire quelques lignes. Je déteste relire les choses. Voilà, par exemple, quand on était petit, relire les dissertations, le mal était fait, quoi. Et j'ai gardé cette posture, donc je relis plutôt petit à petit. Puis à certains moments, quand j'ai écrit peut-être la moitié du livre, je vais tout relire et me dire « Ah, ça marche, ça marche. » D'ailleurs, je pense que c'est seulement à ce moment que je suis capable d'avoir assez de recul pour savoir si ce que j'ai écrit est intéressant, s'il faut le changer. Raboter, pas tant que ça, non. J'ai pas trop, même avec mon éditrice qui m'a beaucoup aidée sur, par exemple, la langue, on n'a pas beaucoup coupé, au contraire, j'ai plutôt ajouté des choses. Et la deuxième question, c'était... Quand est-ce que tu sais qu'un texte est fini? Quand j'ai plus du tout envie de le toucher, quoi. Ouais, tout simplement.
Ouais. En fait, c'est marrant parce que ma pratique d'écriture, dans ce genre de questions, souvent on me pose des questions sur alors à quelle heure vous travaillez, ou alors quelle routine vous mettez en place, ce genre de choses, quand est-ce que vous écrivez. Et tiens, comme ça on revient à ta question, c'est merveilleux. Est-ce que la littérature doit être un lieu voilà, du désir Non, la littérature doit rien être, je crois. Moi, ce que je fais, c'est plutôt ça, et je n'écris qu'à partir de mes envies, de mes désirs. J'arrive pas du tout à... Pour l'instant, j'arrive pas du tout à me contraindre voilà, à un nombre de mots, à des horaires, c'est comme ça. Peut-être un jour, qui sait. Et pour la petite dernière, je me demandais, je suis pas sûre d'avoir compris du coup l'indésir. Est-ce que tu pourrais revenir dessus? Oui, bien sûr. En fait, à un moment, je me suis retrouvée dans un train pour un festival d'auteurs à côté d'un psy. Et j'avais mon livre devant moi parce que c'était mon premier festival. Et je révisais mon propre livre parce que j'avais très peur. Et le monsieur donc voit ça et me dit « Ah, l'indésir, intéressant !» Et puis il commence à me brancher sur le désir selon Lacan, le désir selon je sais pas qui. Et je suis là « intéressant !» Et il me dit « Ah, mais c'est marrant parce que vous n'avez pas proposé la désir, qui est avec un A privatif, mais l'indésir. » Et nous avons grandement discuté. Et j'ai pu lui raconter qu'effectivement, ce n'était pas l'absence de désir, mais un mouvement contraire au désir. En fait, moi, j'ai l'impression que pour décrire les rapports entre les gens, il y a plein de mots. Il y a l'amour, il y a le lien, il y a la relation. Mais si on voulait vraiment simplifier, ce serait des combinaisons de désirs, quoi. Moi, je pourrais tirer des traits, bon, peut-être pas entre vous, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais si des gens se connaissent ici, bon, par exemple, ces deux-là, ils se connaissent. Il y a des traits de désir qui... je les connais, hein, pardon. Il y a des traits de désir voilà, qui se croisent, qui se rencontrent, qui s'entremêlent. Mais quelquefois, cette sorte d'énergie, quoi, si on voulait vraiment visualiser le truc, pour différentes raisons qu'on a longuement discutées aujourd'hui, ne rencontre pas son objet. L'objet du désir n'est pas rencontré parce qu'on n'avait pas la bonne puissance, on n'avait pas bien visé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, moi j'ai le sentiment, je me suis intéressée à ce que devenait le désir à ce moment-là. Et pour moi, il rentre à nouveau en nous, quoi. Et c'est ça l'indésir, c'est ce que devient le désir quand il se trouve coincé en nous. Est-ce que c'est plus clair ? C'est un désir sans objet ou un désir qui n'est pas assouvi? Mais assouvi, c'est encore un autre truc. Un désir sans objet, non, je dirais pas ça non plus. Faudrait que j'écrive un essai là-dessus, quoi. Ça m'est jamais arrivé, peut-être un jour. Merci. Merci à vous. Il y a une question derrière. Martin a une question, je crois. Merci beaucoup pour cette présentation. J'étais étonné que vous décriviez la posture éthique comme le fait de se battre, si je reprends vos mots, contre nos bassesses, alors que dans ce que vous décriviez aussi par ailleurs, j'ai l'impression que justement c'est plutôt retrouver un désir qui nous fait aller de l'avant. Vous parliez d'exploration des territoires inconnus en nous ou de persévérer dans son être. J'ai l'impression que pour ça, c'est pas tant qu'il faut au contraire ne plus se battre contre soi-même, mais plutôt travailler avec soi, collaborer, avancer et se désirer soi-même. Mais je ne sais pas si c'est... comment vous non, c'est sentez. hyper intéressant. Oui, en fait, je pense que... il faut d'abord s'explorer, explorer les territoires en nous, comme vous dites, pour pouvoir comprendre ce qu'on veut garder ou non. Et cette posture éthique que je décris, je ne sais pas si c'est quelque chose que je considère comme universel, ni quelque chose que je souhaiterais à mon voisin. Je remarque simplement que moi, ma façon, mais peut-être parce que j'ai beaucoup plus de bassesse que les autres, hein, peut-être que, je ne sais pas, ou peut-être que moi, il a fallu effectivement que d'abord je me comprenne, pas entièrement, mais que j'essaie autant que possible de me comprendre pour réussir à désigner ce que je voulais intégrer à mon identité et ce que je ne voulais pas intégrer à mon identité. Et je pense quand même qu'il y a un choix à cet endroit-là. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler... Voilà, il faut tout... s'accepter, ça ne veut pas dire tout accepter de soi. Je pense pas que... je pense que c'est un vocabulaire peut-être un peu
qui parfois, notamment je pense dans des questions de développement personnel, qui manquent peut-être de précision. Parce qu'effectivement, il faut s'aimer, il faut s'accepter, mais ça n'est pas du tout contradictoire avec le fait de considérer qu'en nous, il y a des choses qu'on ne veut pas garder. Heureusement, en fait, ce serait absolument terrible. Enfin, le contraire serait absolument terrible, se dire que, en fait, voilà, une fois qu'on a à peu près compris comment on fonctionne, bah voilà, c'est fini. On n'a plus aucun travail à faire sur soi et on peut simplement attendre la mort entouré des gens qui nous supportent. Ça, je ne le souhaite à personne. Tu veux répondre, Martin? Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, Elisabeth. Merci. Moi, je voulais revenir sur l'indésir, parce qu'il me semble que c'est le retour au manque, l'indésir. Le retour au manque. Ben oui, enfin, pour moi, le désir, ça naît beaucoup du manque. Et donc, l'indésir, qui n'est pas le non-désir, c'est une espèce de retour au manque qui, d'ailleurs, ne va donner naissance qu'à un nouveau désir. Il me semble qu'on fonctionne quand même beaucoup comme ça. Bah, en fait, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans la vision du désir que propose Spinoza, c'est justement qu'il détache le désir du manque. Voilà, il refuse de considérer que le désir est une forme de réponse à un manque réel ou inventé. Et il propose au contraire le désir comme une force, un moteur. Enfin, il n'emploie pas du tout ce mot, mais je pense qu'une façon claire d'en parler, ce serait un moteur. Donc il sort de cette ambivalence. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Je pense que c'est une vision très chrétienne, le désir qui répond au manque, et qui va plutôt dans le sens d'une sorte de cercle vicieux ou de côté incontrôlable du désir, et donc de la volonté de le minimiser, de s'en détacher. Moi, je pense que peut-être qu'il y a des gens qui sont dépassés par des désirs trop nombreux, trop grands, dangereux. Mais ce n'est pas de cela que je parle, je crois, dans ce livre. Je pense que justement, la grande révolution de pensée qu'a proposé Spinoza, c'est celle-là, quoi. C'est de repenser la condition humaine à partir du désir, et pas à partir de la faute, et donc du manque, et donc d'une forme de désir vain, quoi. Qui me semble beaucoup plus proche de mon expérience de l'existence. Donc, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous, non? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous satisfait? Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais oui, mais j'ai le souvenir d'une amie psychanalyste qui m'avait dit la fin du psychanalyse, c'est accepter le manque, et ça m'avait beaucoup parlé. Ça. Ouais, Voilà, oui, mais les Freudiens, c'est un grand délire. Enfin, je sais pas, moi, non, mais c'est marrant. Tout à l'heure, c'est marrant, j'ai failli parler de Freud, je me suis retenue, mais heureusement. Mais ils ont une vision de, non, mais c'est pas du tout inintéressant, mais c'est pas. En fait, je pense que, je sais pas. En tout cas, je pense que c'est. En fait, il faut pas oublier que c'est une idéologie. Et qu'on a donc, enfin, je sais pas une. Je pense que c'est ça, une forme, peut-être pas une méprise, mais la façon dont on parle de la psychanalyse et des apports de Freud sur la pensée. Il ne faut pas oublier que c'est une idéologie proposée par un courant de pensée extrêmement homogène, extrêmement restrictif, qui a exclu énormément de penseurs, qui n'a jamais eu vocation à expliquer la psyché. Enfin, si, mais en proposant une vision personnelle. L'idée n'était pas de proposer une science de la psyché. Moi, je ne suis pas d'accord. Et tout à l'heure, j'ai failli en parler pour autre chose qui, moi, me semble pas du tout... très intéressant, mais je ne suis pas d'accord non plus. Quand je parlais de l'amour, je disais que, en fait, la question, c'est... Par exemple, Freud raconte que nous ne sommes que les produits de nos amours, exclusivement, qu'il n'y a rien qui prédate, qu'il n'y a pas d'être qui prédate les amours qu'on vit. Donc on serait la collection des choses qu'on a ressenties, que nous-mêmes nous avons ressenties et que d'autres ont ressenties pour nous. Et ça aussi, c'est... En fait, je trouve que toutes ces idées sont très dangereuses, quoi. Voilà. Donc, voilà, pour des raisons assez proches, je ne suis pas d'accord avec ces deux choses. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? La très belle poésie que vous avez lue, elle est en rapport avec Nouria et un homme, c'est ça? En fait, c'est une sorte de rêve, ouais. Ok, parce que ce plus près, sans parler de sexe, vous avez dit ses fesses, mes fesses, je sens le contact avec son pubis. On sait que si on est avec un homme dans un rapport
charnel, plus sexuel, on va peut-être sentir aussi son sexe. Et le fait que ce ne soit pas nommé, enfin, en vous écoutant, je suis restée dans du charnel, dans du corps à corps. Et ça m'a fait penser à autre chose, une autre théorie, c'est celle de l'attachement, et du corps à corps du bébé et de la maman. Et cette question de je l'aime pas, est-ce qu'il m'aime, enfin, pas de cet homme-là, mais de façon plus globale, il y a quelque chose qui moi, m'émeut, c'est l'amour qu'on ressent, pas qu'on pense, ou en tout cas qu'on ressent. Et au fond, Nouria, est-ce qu'elle a senti dans son corps l'amour de sa mère, ou est-ce qu'elle ne l'a jamais ressenti? Et je pense qu'en tant que grande personne qui est devenue Nouria, on peut se dire, effectivement, j'aime pas cette femme. J'aime pas cette femme, je ne la connais pas. Mais dans son corps, est-ce qu'elle a senti l'amour? Étant donné l'histoire de Nouria, probablement pas, non, parce qu'elle a très peu vu. Mais c'est marrant c'est intéressant ce que vous racontez, et ça me plaît beaucoup parce que ça rapproche l'amour charnel, l'amour amoureux, fait de désir sexuel en tout cas, et l'amour filial ou maternel. Donc, je pense que c'est très intéressant. Effectivement, c'est un texte que j'ai volontairement écrit sans rentrer dans le détail d'un rapport sexuel entre un homme et une femme. Ou même au-delà de ça, dans tout le livre, j'ai fait attention à, par exemple, ne pas proposer de sexe avec pénétration, parce que, déjà, je pense que c'est des imaginaires qui ont été largement explorés. Donc, c'est pertinent de proposer d'autres choses en littérature. Et parce que aussi, effectivement, ça éloigne de la question charnelle qui peut, effectivement, s'appliquer à une relation entre mère et fille. Mais, la question de l'attachement, ça encore, c'est des choses qui... En fait, moi, il y a un gros problème quand même en français. Et j'ai appris récemment qu'en grec, il y avait 3 mots pour dire amour. 3 mots distincts. Voilà, il n'y avait pas, comme nous, un mot chapeau. Il y a un mot pour décrire l'amour-passion, l'amour-désir, plutôt entre des gens qui se rencontrent et qui décident de s'aimer. Enfin, qui s'aiment. L'amour... sentiment, l'amour-sentiment, mais qui décrit plutôt un amour, qui peut décrire notamment un amour familial, et l'amour, j'ai du mal à exactement définir le dernier, mais plutôt un amour-acte, quoi. Et je trouve qu'en français, ça entretient beaucoup de confusion de ne pas avoir cette distinction, et donc, de ne pouvoir parler d'un amour entre 2 personnes qui se rencontrent et qui s'aiment, par exemple un homme et une femme dans cette scène, sans distinctement dire, voilà, je parle de l'amour tendresse, disons. Voilà. Merci Joséphine, merci beaucoup Merci à vous. pour cette très belle rencontre.